Elle, en sa capacité de chef parlementaire, a renvoyé Mme Heinz sur la base d'informations qu'elle dispose, qu'elle n'a pas partagées avec moi. Les textos en question, la première fois que j'ai vu ça, c'était ce matin dans les journaux, comme bien des gens. J'ai demandé au parti de mener une enquête à cet effet-là. On n'a rien, mais absolument rien à cacher. Ça fait plus de 48 heures maintenant que le Parti libéral du Québec est plongé dans la tourmente. Petit résumé, on apprend d'abord que le chef Pablo Rodriguez, qu'on vient de voir, a suspendu la députée et chef parlementaire Marois Risky parce qu'elle avait décidé de congédier sa chef de cabinet sans avertir M. Rodriguez. Le lendemain, on dévoile des messages textes qui laissent entendre que des membres du parti auraient peut-être reçu de l'argent en échange d'un vote en faveur de Pablo Rodriguez lors de la course à la direction du parti. Et là, aujourd'hui, on s'échange des mises en demeure de part et d'autre. Qui de mieux pour nous aider à comprendre tout ça que nos amis du jeudi? Carl, Amanda, Émilie, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la question, quel impact cette affaire-là aura, selon vous, sur le Parti libéral du Québec et sur le chef Pablo Rodriguez? Là, ça fait 2 jours que ça dure. Est-ce que ça va s'étendre dans le temps, Émilie? Ça va être extrêmement difficile pour le Parti libéral du Québec et dans un certain sens, pour eux, c'est dommage parce que, souvenez-vous, le dernier sondage léger, il y a à peine une semaine ou deux, le parti chauffait le Parti québécois. Le Parti libéral là, chauffait le Parti québécois à peu près à 4 ou 5 points d'écart. Donc, à moins d'1 an des élections, là, on peut dire, je vous dirais, à 6 ou 7 mois des élections. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du mois de juin, tous les partis vont être en campagne électorale, là, de façon très pratique. Alors là, il reste 6 ou 7 mois au parti qui va s'enfoncer dans des enquêtes, des batailles juridiques. Donc, ça va faire très mal. Ça fait mal au leadership de Pablo Rodriguez, bien sûr, mais au-delà de tout ça, c'est que la personne qui a déclenché tout ça, c'est Marois Risky. Et Marois Risky ne s'explique pas. Alors là, c'est le flou total à savoir pourquoi Mme Heinz a été congédiée. Est-ce qu'il y a vraiment des motifs graves? Est-ce que c'était justifié? Pourquoi le chef n'a pas été mis au courant? Donc oui, tout ça va faire très, très mal au Parti libéral du Québec. C'est ça, Mme Risky détient plusieurs de ces réponses-là et elle n'a pas, justement, dévoilé sa version des faits depuis mardi. Carl, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien, c'est le second test de leadership de Pablo Rodriguez. Le premier, c'était lorsqu'il a nommé Marois Risky comme chef de l'opposition et Geneviève Heinz comme chef de cabinet. Et quelques mois plus tard, on a les résultats. Est-ce qu'on a fait un mauvais choix dans le cas de Mme Risky ou dans le cas de Mme Heinz ou les deux? On verra dans les prochains jours lorsqu'on aura plus de détails, parce qu'on a besoin de plus de détails. Et Marois Risky a l'obligation morale de donner sa version des faits. On ne peut pas continuer comme ça à laisser le suspense. Mais ça va être très difficile pour Pablo Rodriguez, ce second test de leadership, parce qu'il ne semble pas maîtriser son parti présentement. Il ne semble pas avoir les informations. C'est un chef qui n'est pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur, qui n'a pas vu la crise venir. Et malheureusement pour lui, ça vient avec tout un bagage libéral au Québec. On a eu des commissions d'enquête puis toutes sortes de témoignages dans le passé. Donc, les Québécois sont rapides, sont prompts à porter jugement sur le PLQ. Ouais, est-ce que ça se peut, ça, Amanda, un chef qui dit « j'étais pas au courant de ce qui se passait ». On peut pas tout savoir en même temps. Là, comment vous avez vécu ça? Oui, mais je crois que Pablo Rodriguez a quand même énormément d'expérience en politique. Il ne faut pas oublier ça, il a un bon jugement. Et le fait qu'il saurait, avec cette expérience-là, que de s'excuser s'il y avait quelque chose de mal, s'il y avait quelque chose de pas correct qui a été fait, il était au courant. S'excuser, c'est beaucoup plus acceptable pour le public que de mentir, parce que ça va se savoir éventuellement. Donc, il reste encore du temps. Donc, s'il s'excuse et il renvoie les personnes impliquées, on passe à autre chose. C'est quand même assez vite en politique qu'on tourne la page. Mais là, le fait qu'il a déclenché une enquête, ça a dû vraiment être sa seule option s'il croit vraiment qu'il n'a rien fait de mal, parce que l'enquête va seulement étirer l'affaire. À chaque morceau de nouvelle information, les médias vont sauter là-dessus et ça va juste étirer la crise. Donc, je pense que c'était vraiment sa seule option s'il croit vraiment, sincèrement qu'il n'a rien fait de mal. Moi, je vous avoue, une chose qui m'a surpris aujourd'hui, c'est concernant ces fameux textos là, payés. On ne sait pas si c'est arrivé pour vrai, là, mais que des gens auraient été payés pour un vote pour Pablo Rodriguez. Bien, le directeur général des élections du Québec nous dit que c'est pas illégal, ça. Dans une élection générale, oui, mais dans une course à la direction du parti, c'est pas illégal. Mais est-ce que c'est moral, Émilie? Est-ce que ça fonctionne comme ça partout? C'est pas moral. Ça, c'est clair, net et précis.
La preuve, c'est que depuis hier, suite à l'apparition de ces textos, un peu tout le monde prenait pour acquis que c'était illégal jusqu'à ce que Élections Québec nous dise non, c'est légal dans le cadre d'une course à la chefferie. C'est certainement pas moral. Ça peut pas être moral de dire à quelqu'un on va acheter un vote avec de l'argent. Ils appellent ça les brownies, hein, donc les bruns. Alors, ça veut dire des 100 $. Moi, je trouve que c'est pas moral du tout. Maintenant, ces textos-là demeurent allégués. Hein, donc, ça a été publié au départ par le réseau Québécois. Là, il y a eu d'autres réseaux qui ont attribué des personnes à ces textos-là, des députés. Mais là, ces députés-là ont réfuté. Donc, tout ça demeure sur le plan des allégations. Alors, c'est pour ça que c'est terriblement dommageable pour le parti. C'est qu'on ne sait pas vraiment si c'est vrai et qui est derrière ces textos-là. Alors, c'est extrêmement problématique. Imaginez, là, si tout ça, on découvre que ça a juste été un plan quelque part, un imprime-écran falsifié, envoyé, coulé à des médias. Imaginez, là, à quel point ça a fait du tort pour peut-être quelque chose qui est falsifié. On n'en sait rien. Juste sur cette question-là aussi, Carl, du financement ou de l'échange d'argent contre des votes, ça alimente quand même un peu le cynisme des électeurs, si c'est arrivé. L'Assemblée nationale n'a d'autre choix, le gouvernement n'a d'autre choix que de combler ce trou. On ne peut pas laisser ça là. Les règles, Les règles sont déjà en place pour les élections. On n'a pas le droit de faire ça pour une élection partielle ou générale au Québec. Mais dans une course à la direction, on aurait le droit de le faire. Je pense qu'il faut absolument agir maintenant là, parce que tout le monde s'entend que ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une bonne pratique en démocratie que d'acheter des votes, parce que c'est ça dont on parle. Oui, le mot de la fin sur ce sujet-là, Amanda? Oui, je pense que c'est clair que souvent les gens vont dire les partis sont maîtres de leurs propres affaires, mais vraiment, ils ont des fonds du gouvernement, quand même, les subventions par vote, et c'est pas juste des dons qui financent les partis politiques, ça devrait être redevable, il doit y avoir une transparence et ça devrait être les mêmes règles qui s'appliquent qu'aux élections. OK. Autre chose qui a marqué la semaine, l'adoption du budget fédéral. Un vote très, très serré, 170 députés en faveur, 168 contre. Là, on va vous montrer des images qui s'est passé pendant le vote, juste avant la fin du résultat. J'attire votre attention sur les sièges vides dans les rangs conservateurs. Il manquait des députés pour le vote. Où étaient-ils? Pas très, très loin, juste derrière les rideaux. Des députés qui ont choisi de ne pas être dans leur siège pour ne pas faire tomber le gouvernement, parce que si tout le monde avait voté contre le budget, on s'en allait en élection, mais ils étaient juste derrière les rideaux pour surveiller ce qui se passait. Une espèce de pièce de théâtre. Je ne sais pas si vous avez apprécié, Carl. Non, c'était du mauvais théâtre. Deux grands guignols, Scott Reed, le président du caucus conservateur, et Andrew Scheer, les deux parlementaires, qui ont prétendu avoir des problèmes avec leur application. Ils étaient tellement occupés à essayer de voter sur leur téléphone qu'ils n'ont pas fait les quelques mètres pour se rendre à leur siège et voter. Alors, clairement, on ne faisait pas confiance au NPD qui aurait pu ne pas s'abstenir du tout. Il y a 2 députés qui sont abstenus. Et on ne voulait pas prendre de chance de précipiter une élection en faisant un mauvais décompte, mais c'est une grande leçon en courage politique qu'on a vu lors de ce vote de la part de ces 2 conservateurs. Oui, bon, est-ce qu'il y a un gagnant, un perdant, selon vous, Émilie? Peut-être une leçon aussi pour le gouvernement Carney? Bien, les grands gagnants, au final, ce sont les libéraux, puisqu'ils ont réussi à faire passer leur budget. C'est quand même un bon coup politique à la fin, même si ça s'est fait par des abstentions au final. Mais ça, c'est pas étonnant. C'est le genre de choses qui se fait. Il n'y a personne qui voulait retourner en élection actuellement. Je pense que les partis étaient tous unanimes là-dessus et à la toute fin, ils se sont organisés pour que ça puisse fonctionner. Il y a des discussions entre leaders parlementaires sur ce genre d'affaires-là. Je pense que le gouvernement Carney, la leçon qu'ils peuvent en retirer, c'est qu'ils n'ont pas encore ces fameux 2 députés de plus que ça leur prendrait. Donc, soit leur maraudage va devoir être plus à succès, ou soit ils vont devoir faire une entente en tant que telle, peut-être avec le NPD. Est-ce que ce serait possible? Mais de toute évidence, ils n'ont pas encore sécurisé la Chambre là, pour faire passer tous les votes de confiance dans l'avenir. Oui, c'est ça. On ne peut pas continuer comme ça quand même, Amanda, à tous les votes de confiance, se demander si oui ou non on va en élection. Il y a peut-être de l'eau dans son vin à mettre du côté du gouvernement, non? Oui, et je pense que le NPD était perdant là-dedans parce qu'ils ont eu l'air totalement désorganisés, divisés sur la question d'appui. Ils ont créé un soap opera pendant quelques semaines juste sur cette question-là. Et je pense qu'ils n'avaient pas besoin de faire ça. Hein. Ils auraient pu clairement communiquer qu'on n'appuie pas toutes les choses dans le budget, mais on ne veut pas aller en élection. On veut donner une chance au gouvernement. Les électeurs sont assez intelligents pour comprendre ça. Ils n'avaient pas rien vraiment dans le budget qui justifiait de voter contre le budget pour le NPD. Donc, c'était vraiment, je pense, eux les perdants dans tout ça.
OK, au retour, on va parler des médecins. Les départs se multiplient au Québec. Les autres provinces se concertent pour les attirer. Tout ça suite à l'adoption de la Loi 2. À tout de suite. Les départs de médecins s'accumulent dans le réseau de la santé au Québec depuis l'adoption de la Loi 2, dont on vous parle souvent. Ça va changer leur mode de rémunération. Plusieurs régions sont touchées. Aujourd'hui, on apprend que 4 médecins spécialistes au Saguenay vont démissionner. Pendant ce temps-là, les autres provinces intensifient leurs efforts de recrutement. On vous parlait d'un webinaire au Manitoba. On a aussi parlé d'une recruteuse dans le nord de l'Ontario. On va l'écouter, mais d'abord le président des médecins omnipraticiens du Saguenay. Puis je rappellerai qu'il en manque 60 à peu près des médecins de famille dans la région. Donc, on n'avait pas besoin de ces départs-là. C'est malheureux au bout. Là, on se demande, mais coudonc, est-ce que finalement la CAQ gouverne vraiment pour l'intérêt des patients puis l'intérêt des Québécois? Là, moi, je commence personnellement à en douter. Des fois, on se sent mal pour toute la situation, mais on a quand même une porte d'ouverture. On a quand même des gros besoins dans la région. Donc, on traite chaque demande, là. Bon, et en entrevue ce matin, le ministre Mathieu Lacombe disait, écoutez, il y a peut-être de l'espoir pour les patients. S'il y a une entente, tous ces départs de médecins n'arriveront peut-être pas, peut-être qu'ils vont revenir. Partagez-vous son optimisme, Amanda? On s'en va où avec ça? Non, je ne suis pas certaine, mais je pense que M. Lacombe a des informations. Il se fait briefer constamment. Il a probablement des informations que nous, on n'a pas, que le public n'a pas. Et la façon dont il a parlé de l'Outaouais n'était peut-être pas la meilleure cette semaine. Donc, il s'est corrigé. Mais je pense qu'il y a des mesures à venir et il faut faire très attention comment on communique la situation. Et aussi, il faut se souvenir qu'il y a quand même 23 000 médecins pratiquants au Québec en ce moment. Et si on parle d'une centaine qui part, je ne sais pas si on peut nécessairement parler d'exode, mais c'est quand même alarmant. Mais je pense que M. Lacombe doit vraiment rassurer les gens de l'Outaouais pour la suite. Oui, c'est ça, l'Outaouais qui est à la frontière, évidemment, de l'Ontario. Les médecins n'ont même pas besoin oui, c'est ça, même pas besoin de vendre leur maison pour déménager. Carl, on sent que ça n'avance pas et pendant ce temps-là, les médecins continuent de s'en aller. Oui, la position du gouvernement depuis le début des négociations avec les fédérations, lorsqu'il y avait ces menaces là, ou ces prétentions que certains médecins allaient quitter la province pour d'autres cieux, bien, on disait, c'est pas vrai. Christian Dubé a écrit une longue lettre ouverte pour dire, c'est une campagne de peur, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va s'en aller, il n'y a personne qui va perdre son médecin. Résultat des courses, plusieurs mois plus tard, on en perd des médecins. Il y a des gens qui n'ont plus de médecins de famille. Et on a l'impression que du côté du gouvernement, on pensait que les médecins bluffaient, qu'ils n'allaient pas aller jusque-là. Or, ils le font par dizaines, par centaines. Et malheureusement, ce sont les patients du Québec qui vont payer le prix. Oui, Émilie? On est dans une drôle de situation du côté du gouvernement parce que là, on essaie de faire revenir à la table les fédérations de médecins, mais en même temps, on sent qu'avec France-Hélène Duranceau, il y a peut-être du progrès, mais on n'en est pas certain à 100 %. Alors, est-ce que Mathieu Lacombe, lorsqu'il a fait ces déclarations-là, a effectivement, comme Amanda l'a dit, des informations que nous n'avons pas, que peut-être il y aurait du progrès dans certaines négociations, mais publiquement, ça paraît pas. Alors, pendant ce temps-là, c'est sûr que les autres provinces veulent venir faire du maraudage au Québec. Mais pour certaines régions du Québec, comme l'Outaouais, c'est absolument critique. On ne peut pas nier que la région de l'Outaouais, ça fait très, très mal parce que, justement, c'est assez facile pour les médecins de traverser la rivière. Ils n'ont pas à déraciner famille et enfants pour le faire. Ils traversent la rivière, c'est 10 km, ils sont au travail. Alors, pour l'Outaouais, c'est probablement la Loi 2, la goutte qui est venue faire déborder le vase sur un système de santé qui est déjà extrêmement fragilisé. En fait, c'est vrai pour toute la province du Québec, là. Le système est fragilisé. Les médecins sentent qu'ils n'ont pas assez de ressources pour faire leur travail. Alors, on se ramasse dans une situation où c'est difficile et en particulier, bien sûr, des régions frontalières comme l'Outaouais. Là, c'est intenable ce qui se passe. Il va falloir qu'il y ait des négociations quelque part. Mais à date, publiquement, il n'y a pas de trace de ça, là. Ça ne semble pas être le cas. Alors, à venir, on verra. Oui, on verra. Je suis convaincu qu'on va s'en parler. C'est pour ça que je vous parlais aussi du Saguenay, parce que oui, il y a l'Outaouais, oui, il y a l'Est du Québec aussi, où les médecins s'en vont au Nouveau-Brunswick. Mais c'est ça, le Saguenay, là, on n'est pas collé sur la frontière, mais il y a des médecins quand même qui choisissent de démissionner. Bref, on verra la suite de cette longue saga. On compte sur vous pour suivre ça avec nous. Carl, Amanda, Émilie, merci beaucoup. Bonne semaine à vous. Au revoir. Merci. Merci.